Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Paris Centre en clair. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui met les nerfs à vif, parce qu'il touche à quelque chose de très intime, la justice. C'est la fortune des ultra-riches. Et je vais prendre un exemple évident, presque pédagogique, Bernard Arnault. Je le dis tout de suite, ce n'est pas une attaque personnelle. Ce n'est pas de l'envie. Ce n'est même pas les riches contre les pauvres. C'est une question beaucoup plus froide, presque institutionnelle. À partir de quel niveau la richesse cesse d'être une réussite et devient un pouvoir qui déforme la démocratie? Parce qu'une fortune comme celle d'Arnault, ce n'est pas un gros compte en banque. Ce n'est même pas, entre guillemets, de l'argent. C'est d'abord de la propriété, des actions, donc du contrôle. La capacité d'acheter, de vendre, de fusionner, de peser sur des secteurs entiers. La capacité de décider du destin de milliers de gens, de territoires, d'ateliers, d'emplois, de sous-traitants. C'est une forme de souveraineté privée. Et à ce stade, la question politique devient simple. Est-ce qu'on accepte qu'une démocratie fabrique des hommes dont le pouvoir réel se rapproche de celui d'un État, sans mandat, sans contrôle citoyen, et souvent avec une fiscalité qui ne ressemble pas à celle du commun? On nous répond souvent « Oui, mais il a créé des emplois ». Je ne nie pas l'existence des emplois. Je respecte les salariés, les artisans, les savoir-faire. Mais l'emploi ne donne pas l'immunité. Si on accepte l'idée qu'un employeur est intouchable parce qu'il emploie, alors on bascule dans une société de dépendance. Une société où la citoyenneté devient secondaire face au chantage implicite « tais-toi, sinon l'emploi part ». Et c'est là que mon approche, et l'approche insoumise, est très claire. Une économie forte, ce n'est pas une économie où le pays s'agenouille devant ses plus gros patrons. C'est une économie où les règles protègent le travail, où la valeur est partagée, où l'État et la puissance publique assument leur rôle, et où personne n'est au-dessus du contrat social. Maintenant, allons plus loin. Parce que le sujet le plus intéressant n'est même pas combien il a. Le sujet, c'est d'où vient la valeur qui permet ça. Le luxe, par exemple, vend du prestige. Il vend une promesse, l'excellence, la rareté, l'aura de la France, l'histoire, l'artisanat. Mais cette valeur n'existe pas dans le vide. Elle repose sur un bien commun immense, invisible. Une stabilité politique, des infrastructures, une culture, des écoles, des générations de métiers, un imaginaire collectif, des institutions. Ce socle, c'est nous tous. Le prestige du Made in France, ce n'est pas une invention individuelle. C'est un héritage collectif. Et c'est là que la critique devient profonde. Une fortune géante, ce n'est pas seulement réussir. C'est souvent capter et privatiser une partie du surplus produit par le collectif. Deuxième point, et celui-là est essentiel parce qu'il coupe court au storytelling, la chaîne de production. Le luxe, c'est l'art de la vitrine. Mais dans toute industrie mondiale, il existe une tentation permanente. Externaliser la pression, garder l'image propre en façade et repousser les coûts humains et sociaux plus loin, dans la sous-traitance, dans l'invisible, dans les angles morts. Ces dernières années, la presse a révélé des affaires et des enquêtes sur des sous-traitants dans le secteur du luxe, notamment en Italie. Et ça dit quelque chose de fondamental. Même quand une marque vend l'idée d'excellence, elle peut aussi être prise dans un mécanisme de compression des coûts, de contrôles insuffisants, et de dérive au bout de la chaîne. Je ne fais pas un procès d'intention. Je dis simplement que le système pousse à ça et que sans règles fortes, devoir de vigilance réelle, contrôle sérieux, responsabilité du donneur d'ordre, on laisse la vitrine gouverner la réalité. Troisième point, l'influence. Et là, ça devient franchement politique. Quand tu atteins un niveau de fortune comme celui d'Arnault, tu n'achètes pas simplement des entreprises. Tu achètes du temps, des réseaux, du silence, des portes. Tu peux orienter des priorités, façonner l'agenda ou au minimum bénéficier d'une forme de prudence généralisée autour de toi. Et quand en plus tu possèdes ou influences des médias, directement ou indirectement, tu touches à quelque chose de sacré, la capacité d'une société à se raconter elle-même honnêtement. Ce n'est pas du complotisme, ce n'est pas « contrôle tout », c'est un constat démocratique. Le pluralisme est fragile quand l'argent se concentre.
Et le rôle du politique, ce n'est pas de supplier les puissants d'être gentils, c'est de construire des garde-fous. C'est pour ça que je reviens toujours à la même phrase. À ce niveau, la richesse devient du pouvoir, et en démocratie, le pouvoir doit être encadré. Et maintenant, je veux faire un détour par Elon Musk, parce que ça éclaire le mécanisme. Arnaud, c'est le pouvoir par la rente de marque, l'acquisition, la gouvernance, l'image. Musk, c'est le pouvoir par la tech, les infrastructures stratégiques, l'écosystème financier et industriel, la capacité à peser sur des plateformes et des choix d'ingénierie qui concernent des millions de gens. Deux styles différents, mais un point commun. Quand quelques individus concentrent une puissance comparable à des États, la démocratie devient un décor. Alors que dit notre camp politique, la France insoumise et notre ligne parisienne face à ça? Il y a une idée centrale. On ne combat pas l'ultra-richesse par la morale individuelle, mais par la justice institutionnelle. La morale individuelle, c'est il est gentil, il est méchant, ça ne mène nulle part. La justice institutionnelle, c'est quelles règles sur la fiscalité, sur la concentration, sur les droits des travailleurs, sur la transparence, sur l'évasion, sur la sous-traitance, sur les médias. Et à Paris, et particulièrement à Paris-Centre, cette question n'est pas abstraite. Elle est concrète. Parce que la concentration de richesse a une traduction locale. La spéculation immobilière, l'éviction des familles, la transformation des appartements en produits financiers, la ville-musée, la pression touristique, les commerces de rente et au bout, des écoles qui ferment des classes, des crèches sous tension, des services publics qui s'épuisent, une vie de quartier qui s'éteint. Notre programme à Paris-Centre est construit autour d'une boussole simple. Remettre des habitants là où il n'y en a plus et protéger la vie quotidienne. Et nos 4 axes, on les connaît. Loger, respirer, élever, protéger. Loger, ça veut dire quoi face aux ultra-riches? Ça veut dire stopper la logique où le centre de Paris devient un coffre-fort pour capitaux et où les familles deviennent des variables d'ajustement. Ça veut dire encadrer, réguler, contrôler les abus, faire respecter les règles sur les meublés touristiques, produire du logement accessible, défendre les locataires, combattre l'éviction. Respirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de transformer l'espace public en machine à consommer et à rentabiliser, au détriment de la tranquillité, du sommeil, du quotidien. Ça veut dire reprendre la main sur le bruit, sur l'affichage, sur l'occupation de l'espace public, sur la logique, tout pour le flux. Élever, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent doit servir d'abord la petite enfance, l'école, le périscolaire de qualité. Des équipes stables, des espaces pour les jeunes, du sport accessible. Et ça, c'est exactement l'inverse d'une ville qui fait de la vitrine et laisse le cœur social s'abîmer. Protéger, ça veut dire quoi? Ça veut dire remettre des services publics, de la santé de proximité, de la prévention, de la présence, du lien, pour que les habitants, et surtout les plus fragiles, ne soient pas abandonnés. Voilà la cohérence. Si on laisse la concentration de richesse gouverner la société, on obtient une ville où tout monte. Loyer, pression, stress, et où tout disparaît. Famille, enfants, services, vie de quartier. Et je vais vous être très clair. Quand on critique l'ultra-richesse, on ne critique pas la réussite. On critique un modèle qui, arrivé à son extrême, fabrique une société instable, méfiante et finalement violente. Une société où le pacte républicain se dissout. Parce que le danger politique, il est là. Quand les gens ont le sentiment que certains vivent dans un régime d'exception, fiscal, médiatique, social, ils décrochent. Ils ne croient plus à l'effort, ils ne croient plus à la règle commune. Et là, tu peux être sûr d'une chose, la démocratie se fragilise et la société se fracture. Donc notre position est simple, et elle est solide. Des règles de justice fiscale au sommet, des règles contre l'évasion, des règles contre la concentration, des règles de transparence, des droits sociaux renforcés sur toute la chaîne de valeur et des services publics puissants. Et localement, à Paris-Centre, on traduit ça en actes. Lutte contre la spéculation, retour des familles, qualité du périscolaire et de l'école, santé de proximité, tranquillité publique et un espace public fait pour vivre, pas pour extraire de la rente. On peut admirer le talent individuel, la réussite industrielle, le savoir-faire. Mais une démocratie adulte n'organise pas un culte, elle organise des règles. Parce qu'aucun talent ne justifie qu'un seul pèse autant que des millions. Si tu veux retenir une seule phrase pour conclure, la richesse n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est quand elle devient une domination. Et moi, je choisis le camp des familles,
des habitants, du travail, du commun. Je choisis le camp d'une république où l'économie sert la société et pas l'inverse.